Bienvenue à Planète Terre, ici Jean-François Lisée. À l'émission cette semaine, d'abord Lula et le Brésil. Après 8 ans de pouvoir, qu'est-ce qu'on peut dire de la façon dont le Brésil a transformé Lula, de la façon dont Lula a transformé le Brésil? Un expert des questions latino-américaines, notre ami Jorge Pantaleón, va nous aider à voir clair dans cette relation symbiotique. Ensuite, retour sur la crise économique et sur les origines de la crise. Et si les inégalités de revenus aux États-Unis étaient une des causes fondamentales de la déconfiture économique que l'on vit depuis 2007-2008. C'est la thèse d'Éloi Laurent, qui est chercheur au Centre d'études européennes de l'Université Harvard et à l'OFCE à Paris. Il va nous expliquer pourquoi il pense que les inégalités sont aux sources de la crise. Finalement, on va discuter d'Israël. Israël qui est aujourd'hui au centre des espoirs de paix, très difficile, vous l'avez vu aux informations. Régis Debray, qui est un ami d'Israël, a écrit l'an dernier un livre qui s'intitule « Lettre à un ami israélien » avec une réponse de cet ami. Karim Beniaklef et moi l'avons lu. Nous allons en discuter en fin d'émission. Mais tout de suite, Lula et le Brésil. Les Brésiliens, donc, disent au revoir à celui qui a façonné la politique de leur pays pendant les 8 dernières années, le président Lula da Silva. Et pour essayer de faire un premier bilan à chaud des années Lula, j'ai avec moi notre collègue Jorge Pantaleón. Merci d'être là, Jorge. Merci. Alors, vous êtes professeur d'anthropologie à l'Université de Montréal, vous vous intéressez aux questions latino-américaines. Vous avez publié, entre autres, Una Nación a Medida, une nation à la mesure, sur l'économie de l'Argentine de 1918 à 1952. Et évidemment, vous avez étudié au Brésil pendant les années 2000 et vous avez suivi, comme tous les latino-américains et les chercheurs en particulier, cette expérience de Lula, dont on voit bien qu'elle est un succès. Si les Brésiliens avaient la capacité de lui donner un troisième mandat, ce que la Constitution ne permet pas, il est évident qu'il la lui donnerait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, au-delà des chiffres, de ce que le personnage de Lula, compte tenu de ses origines et de son parcours, a représenté dans le progrès de la société brésilienne? Oui, d'abord, on pourrait faire un bilan de point de vue de la personnalité de Lula, l'individu Lula et la contribution à la politique et à la société brésilienne et à l'inverse aussi, comment Lula s'était construit pour la société brésilienne. Pour le premier point, seulement quelques données, informations de base. J'imagine que pas mal de monde connaissent un peu son histoire. Vous savez bien, Lula, c'est un ouvrier. Il y a une histoire de travail syndical ouvrière, mais qui n'était pas originaire de São Paulo, que c'est la grande ville dans laquelle justement la masse syndicale se regroupe historiquement, mais qu'il est venu d'un endroit qui c'est très marginal aussi du Brésil, que c'est le nord-est, de la province de Pernambuco, dans lequel il y a justement chaque année, il y a une migration interne des proportions énormes. Donc, son histoire individuelle appartient aussi à ce cycle des paysans appauvris, on dirait assujettis à des conditions parfois épouvantables. C'est la zone de plus dans laquelle la pauvreté ça frappe de façon permanente terminale, on dirait, dans le nord-est du Brésil. Mais donc, dans les années 50, il a fait justement ces migrations forcées vers la grande ville de São Paulo. Ils deviennent ouvrières. Ils forment, entre autres, justement, le premier parti ouvrier, le parti de travail, le parti travailliste, laboriste. Et dans ce sens-là, il y a déjà un coupage, un avant et un après, avec cette intervention, cette possibilité de créer un parti, on dirait, syndical. Parce que compte tenu de l'histoire politique du Brésil, c'était très difficile d'avoir un parti de gauche. Donc, c'est un pays qui a connu la dictature, qui a connu l'oppression. Et donc, dans ces années formatrices, Lula est à la fois le porteur de la condition paysanne, de la condition ouvrière, et puis du transfert de la condition ouvrière à la revendication syndicale et politique. Donc, c'est tout un parcours. Un parcours unique dans le sens que sa figure représente aussi, vous avez nommé de façon pertinente, que
la formation du Parti du travail aux laboristes, c'était en 1980, à un moment qui c'était justement la dictature. La dictature brésilienne, ça a commencé en 1974 et c'est fini en 1974. Donc, le premier président constitutionnel, c'était l'année suivante, 1985. Donc jusqu'à 84. 84, pardon. Et 85, la dictature, dictature. 85, le premier président élu. Mais partie de ces processus de redémocratisation, c'était la formation de cette force, le parti le plus massif de l'Amérique latine, des millions de personnes, des ouvriers qui participent dans ces partis-là, et entre autres, grâce à sa figure, le charisme qu'il porte. Entre autres, il y a toute une histoire des grèves générales au moment justement de 1980-81. Et suite à ça, sa première candidature, il faut rappeler que Lula, c'était déjà, lorsqu'il a gagné la présidence, ce n'était pas sa première fois comme candidat. Donc, c'était sa troisième. Troisième. Alors, c'est ça, c'est intéressant parce que il y a plusieurs questions qui se posent en même temps. On dit, est-ce que ce parti est trop à gauche pour prendre le pouvoir dans le Brésil post-dictature? D'ailleurs, est-ce que les militaires laisseraient faire? Est-ce que les Américains laisseraient faire? C'est une question qui se posait longtemps. Et ensuite, donc, il y a est-ce que Lula lui-même est trop radical pour diriger le pays? Et c'est une période où il se recentre politiquement jusqu'à son élection en 2002 et où il gagne la confiance, au-delà de sa base électorale, d'une partie de la classe moyenne. Comment est-ce qu'il réussit à faire cette dernière jonction? Et ça nous mène à la deuxième partie de la question, de comment la société brésilienne adopte et s'adapte à Lula et comment on s'élabore à partir de là-dessus, comment se fabrique, cet aspect sociétal de cette communauté brésilienne, nationale brésilienne. Et entre autres, vous savez bien que la politique brésilienne, c'est assez complexe. C'est un système multipartidaire. Donc, même si on compare la dictature brésilienne 20 ans, c'est pas assez exactement comme les autres dictatures en Amérique latine, même à la même époque, mais qu'il y a eu beaucoup plus de négociations. Les Brésiliens, ils ont posé un nom assez intéressant pour dire il y a o jeitinho brasileiro. Ça veut dire un peu à notre façon. C'est toujours cette négociation permanente qui implique que si on va à gauche ou à droite, ce sera vraiment d'une façon nuancée, d'une façon un déplacement avec des transitions à long terme. Donc, pas de rupture. Exactement. Et c'est un peu ce qui représente Lula dans ce sens. D'un autre côté, on dirait les politiques monétaires. C'était un monétarisme pas mal qui a suivi, a donné continuité à ce que Fernando Henrique Cardoso, les présidents précédents, l'avait fait avec un certain alignement avec le consensus de Washington, mais aussi à la façon brésilienne. Ce n'est pas totalement une ouverture totale, comme dans les cas argentins, dans les cas mexicains, des privatisations. Donc, il y a eu, si, certaines ouvertures, mais avec aussi donc Lula étonne effectivement dès sa prise du pouvoir en montrant qu'il ne va pas rompre avec la politique du prédécesseur Cardoso, comme vous l'avez dit, qu'il va continuer à avoir une politique fiscale assez conservatrice, qu'il va négocier et renégocier avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Il ne va pas rompre, comme certains à gauche auraient voulu, les engagements du Brésil, mais comme vous le dites, il n'applique pas les autres préceptes du consensus de Washington en voulant privatiser des grandes entreprises. Mais il va avoir un énorme programme social. Dites-nous quelques mots de ça. Oui, c'est ça. Un des dettes et la base, les demandes justement qui soutiennent Lula et son parti, c'était justement encore dénoncer et se rétablir une histoire des inégalités sociales épouvantables. Vous avez bien, le Brésil, à la fois, c'est un qui possède les taux de croissance les plus hauts en ce moment-là, à peu près entre 7 et 8 % chaque année. Donc, ce sont, comme dit, des taux chinois, on verra au niveau des croissances sans précédent, mais on continue avec un niveau des niveaux 0,52 en termes de coefficient de Gini. Donc l'écart entre les riches et les pauvres est très, très important. Depuis longtemps, et c'est un peu les priorités de Lula qu'il a fait. Donc, il y a eu deux grands programmes, les subventions pour les familles, le Bolsa Familia, ça veut dire c'est une bourse famille, et c'est une assignation presque universelle qui ça touche presque 40 millions de personnes pauvres. Donc, ça a permis justement de sortir de l'indigence, de pauvreté extrême à cette catégorie de personnes. Ce ne sont pas des prestations qui sont sans condition.
Hein, il faut que les familles fassent des choses pour avoir droit à ces prestations, lesquelles? Entre autres, avoir des enfants et avoir une situation de pauvreté et surtout les contrôles pour articuler avec les processus de scolarisation. Vous savez bien que le niveau d'analphabétisme au Brésil, c'est aussi assez élevé et donc ça touchait la possibilité, l'obligation de ces mères, les mères entre autres, devient un peu porteuse de la possibilité d'avoir des ressources pour les enfants, donc l'obligation d'amener aux enfants à l'école. À l'école. Et donc, il y a à la fois une baisse du niveau de pauvreté, une augmentation importante du niveau de scolarisation et de la période de scolarisation dans les régions brésiliennes. Exactement. L'autre plan, c'est le programme d'accélération de la croissance, qui c'est aussi un programme social parce que, entre autres, un des éléments, c'est de base, l'axe, c'était la construction des habitations populaires. Donc, les gens avaient pour la première fois des crédits pour acheter leur propre maison, pour construire. Et ça donne aussi, ça encourage justement l'industrie nationale de la construction. Donc, c'était aussi un élément central pour la politique dans lequel il y a eu des effets en termes symboliques aussi pour ces classes pauvres, mais aussi pour la nouvelle classe moyenne. Donc, aujourd'hui, c'est la base de l'appui de cette votation pour les partis du travail. Bon, donc, on n'a pas le temps de tout faire parce qu'il y a une politique étrangère aussi qui est très active. Lula a fait en sorte que les négociations sur le libre-échange transaméricain n'existe plus. Ses positions sur d'autres négociations sont importantes, mais lorsqu'on regarde ce que les gens, surtout à gauche, reprochent à Lula, c'est que la réforme agraire, par exemple, n'est toujours pas, après 8 ans de pouvoir, il n'y a pas eu une redistribution des terres. Et on lui reproche aussi, sur la question de l'Amazonie, des OGM, d'avoir été un peu à la remorque des intérêts économiques. Est-ce que c'est un procès juste qu'on lui fait là-dessus? Oui, certainement, un des grands mouvements paysans, le mouvement Sans Terre, justement, au début, c'était à faveur, c'était avec les partis du travail, mais après, il y a eu une division, certaines réticences au début, et après une division, entre autres, parce qu'il n'y a eu pas trop des avancements dans la réforme, sur la question de la réforme agraire. Et dans ce sens, peut-être ça explique un peu ces méfiances, cette dette encore, pour, on dirait, cette surprise, cette apparente surprise de la troisième candidate Marina Silva, qui c'est de Parti Vert, ancienne ministre de l'Environnement de Lula, qui a entre 2002 et 2008. Donc, il se sépare, il crée appui soutient le Parti Vert. Et aujourd'hui, la semaine passée, justement, il a obtenu son troisième place avec 20% de vote. Donc, c'était... Avec 20% du vote qui est important. Oui. Mais juste en terminant, quelle était la décision politique de Lula sur ces 8 ans de ne pas avancer sur le front de la réforme agraire? Pourquoi a-t-il fait ça? Mais il y a des pressions aussi, dans le sens que, entre autres, si on explique la croissance économique importante, entre autres, c'est pour un type de productivité, une productivité qui implique justement des grandes extensions de terre encore, comme les soya et les éléments. Donc, ça exige une certaine forme de contrôle sur le territoire. Et entre autres, bon, ce sont les pressions de lobby de la bourgeoisie aussi nationale, qui est assez forte, avec une histoire assez importante au Brésil, qui depuis 2004, soutiennent Lula. Donc, si on voit les effets. Alors, son successeur présumé, au moment d'enregistrer, on n'a pas le deuxième tour des élections, donc Dilma Rousseff, qui est en avance et très bien positionnée. On pourra discuter ensemble dans quelques mois des différences et des continuités entre Lula et sa candidate qui l'a parrainée, Dilma Rousseff. Vous avez pensé, Jorge, à une plage musicale pour nous, laquelle? Effectivement, c'était un thème de Chico Buarque. C'est un musicien assez connu de la musique, de style populaire brésilienne, qui appartient aussi, il est toujours reconnu comme parti de travail de Lula, donc toujours il a été un fan importante. Et c'est un thème qui s'appelle, la traduction serait « Malgré vous, à pesar de você ». C'était justement une chanson qui est devenue comme l'hymne au moment de la dictature militaire, parce que c'était un peu un message aux autorités étatiques répressives qui disaient « Malgré vous, on existe et on va voir l'espoir ». Donc c'est une chanson d'espoir, et aujourd'hui, un peu cet espoir-là, on le voit qui se présente, et que même il y a la possibilité de l'espoir avec ceux qui ont eu l'espoir à ce moment-là, comme entre autres Lula. Jorge Pantaleón, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et nous écoutons grâce à vous « A pesar de voce » de Chico Buarque de Holanda.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, et cette semaine, nous allons parler de la crise économique. Nous en avons parlé souvent, mais nous essayons de trouver des angles intéressants pour la comprendre et en sortir. Et cette semaine, un peu pour la comprendre avec notre invité, Éloi Laurent. Merci d'être avec nous, Éloi. Merci de ton invitation. Éloi Laurent, vous êtes économiste senior à l'OFCE, qui est le Centre de recherche économique de Sciences Po Paris, et vous êtes chercheur invité au Centre d'études européennes de l'Université Harvard. Vous avez participé à notre école d'été, Le capitalisme en crise. On a mis un point d'interrogation, mais on aurait pu l'enlever, puisque c'est le cas. Et vous êtes, entre autres, auteur avec Jean-Paul Fitoussi de La nouvelle écologie politique, publiée au Seuil. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre conférence, c'est la notion que, bon, on a beaucoup entendu que la crise économique, sa cause était les subprimes, la cause était l'absence de réglementation financière, l'appât du gain de certains traders dans des banques d'investissement américains. Vous dites, bon, rien de cela est faux, mais la cause première, la cause sous-jacente, celle sans laquelle rien ne se serait produit, enfin rien d'aussi important, ce sont les inégalités. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi les inégalités sont à la racine de la crise économique. Bah, écoutez, en fait, si on prend que le cas des États-Unis, la situation, c'est qu'aux États-Unis, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que depuis 25 ans, on a une stagnation des salaires, alors que la productivité du travail augmente fortement. Donc, il y a un problème aux États-Unis entre la rémunération des travailleurs et leur contribution à l'économie. Donc, ils créent de la richesse, ça c'est indubitabile. Ils créent de la richesse, c'est absolument clair, et ils ne sont pas payés de retour suffisamment justement pour cette richesse créée. Donc, leur salaire stagne, pour toutes sortes de raisons. Et la richesse va aux plus riches. Bon. Et en quoi est-ce que ce phénomène de creusement des inégalités peut avoir un effet sur la stabilité du système financier? On va revenir un petit peu sur les inégalités. Alors, il y a toujours des inégalités de revenus en société capitaliste, sinon il n'y aurait pas de riches, il n'y aurait pas de pauvres. Alors, en quoi est-ce que dans la période plus récente, cette inégalité est particulièrement importante par rapport aux périodes précédentes? Parce que jusqu'à présent, il y avait quand même une croissance relativement forte des salaires qui était alignée sur la productivité. Et là, on constate que les salaires, vraiment, pour la très grande majorité des travailleurs américains, a vraiment cessé, les salaires ont vraiment cessé de progresser ou ont progressé à des niveaux extrêmement faibles, bien inférieurs à la productivité du travail et bien inférieurs à la progression des salaires des travailleurs les plus riches, ce qu'on a appelé, ce qu'un économiste français a appelé les working rich. Donc, on a aux États-Unis beaucoup d'études empiriques qui montrent que ce phénomène-là est absolument patent depuis 25 ans. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça a un effet sur la stabilité du système financier? A priori, ça semble un peu éloigné. En fait, ça a un effet direct parce que cette stagnation des salaires fait que pour maintenir leur niveau de vie, voire pour l'accroître, ces travailleurs ont recours massivement à l'endettement. Et c'est par ce biais-là qu'on arrive directement à la crise des subprimes, c'est-à-dire que la crise des subprimes, c'est au fond une crise de l'endettement des ménages américains paupérisés par 25 ans de stagnation de leur salaire, qui ont eu recours à l'endettement, notamment pour l'immobilier. On peut toujours critiquer ce fantasme d'accession à la propriété. Il n'empêche qu'en tout cas, c'est certainement pas avec leur épargne extrêmement faible et leur salaire stagnant qu'ils pouvaient acquérir ce genre de biens. Et par conséquent, eh bien, on a des pyramides de crédit, parce qu'il y a le marché immobilier, mais il y a aussi le marché des cartes de crédit. Il y a toutes sortes de pyramides de crédit qui ont été construites et qui, à mon avis, sont autant de témoignages de ce creusement des inégalités. Donc là, lorsqu'on regarde la courbe du revenu réel qui est effectivement stable à peu près stable depuis 80 jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs, l'économiste Krugman disait le fait qu'on en débatte, il y a des gens qui disent ça augmente, il y a des gens qui disent ça augmente pas, le fait qu'on en débatte est un signe que ça a augmenté beaucoup moins que la richesse créée par la productivité. Et si on regarde la courbe d'endettement des ménages, effectivement, elle se marie bien avec cette stagnation parce que soit par les cartes de crédit, soit par
Là, ils ont été donc tentés par ces instruments de crédit en disant, bon, achetez une maison à bas prix, même si vous n'avez pas suffisamment de revenus, ne vous inquiétez pas, la valeur de la maison va augmenter, donc vous n'avez pas à rembourser de façon rapide, contrairement à ce qui était le cas avant. C'est ça. Et l'idée, c'est que la consommation, finalement, est assise sur la valeur du marché immobilier, puisqu'elle n'est pas assise sur des salaires qui n'ont pas beaucoup plus progressé dans la période la plus contemporaine. Donc on a ce problème-là, et évidemment, en fait, les ménages pensent qu'ils sont riches, en fait, ils ne le sont pas, et une fois que le marché immobilier se retourne, c'est toute leur soi-disant richesse qui s'effondre. Et à ce moment-là, évidemment, ils deviennent totalement insoutenables parce qu'ils n'ont pas du tout d'épargne, et ils n'ont y compris pas de revenus tirés du travail suffisants pour pouvoir faire face à leurs échéances. Pas de maison non plus. Et y compris, finalement, pas de maison. Mais il y a un deuxième phénomène qui vient encore aggraver ce premier phénomène, et qui est un phénomène sur plus longue période. Cette fois, l'horizon, ce n'est pas 25 ans, l'horizon, c'est le siècle. Et on retombe sur des travaux de Thomas Piketty et Emmanuel Saez, qui essayent de mesurer la part du revenu national détenue par les 1% les plus riches, 5% les plus riches, 10% les plus riches de la population américaine. Et ils constatent que cette part du revenu, par exemple celle détenue par les 10% les plus riches, est revenue en 2007 au niveau où elle était en 1900, grosso modo, juste avant la Grande Dépression. Dans les années folles. Dans les années folles et dans ce qu'on a appelé aux États-Unis le Gilded Age, c'est-à-dire des États-Unis où il n'y a pas d'État-providence, où il n'y a pas de vraie fiscalité sur le patrimoine, pas de fiscalité sur les revenus, etc. Donc une société très inégalitaire, très dynamique, mais très inégalitaire. Et il semble que la période réganienne, en fait, ait amorcé un retour vers cette période-là. Donc une véritable régression sociale. Là aussi, on pourrait se dire, c'est dommage pour les inégalités américaines, même dommage pour la démocratie américaine, mais finalement, ce n'est pas si grave pour la stabilité du système financier. Eh ben, on ferait une erreur en disant ça. Pourquoi? En fait, ça a une importance. Et l'importance que ça a, c'est que ça veut dire qu'il y a une épargne absolument considérable pour ces hyper riches qui a dû trouver à s'employer et qu'on a eu une espèce de course folle à la rentabilité du capital. On a généré une épargne monumentale pour des gens déjà très riches qui ont mis sur leur épargne, en gestion de leur épargne, les institutions financières qui, effectivement, ont commencé une espèce de concurrence totalement folle à la rentabilité du capital en demandant des taux de rentabilité du capital de l'ordre de 10-15%. L'exemple extrême de ça, c'est évidemment Madoff, de penser que des fortunes, des gens qui toute leur vie ont gagné de l'argent et qui en détiennent beaucoup, puissent se laisser abuser par quelqu'un qui leur montre une courbe de rentabilité du capital où la rentabilité augmente de 15% par an. On pourrait se dire que c'est de l'ordre de l'idiotie absolue, mais c'est pour dire que si Madoff faisait ça, en fait, tout le système financier faisait des choses qui étaient tout à fait approchantes, qui en fait étaient proches de ce que faisait Madoff. Et Madoff, c'est simplement le point. C'est pour ça que Madoff n'est pas un fou. Madoff, c'est un symptôme. C'est le symptôme de ce système financier. Il a vu qu'il y avait un appétit pour ça. Voilà. Alors, puisque le système financier pouvait l'offrir, lui, il s'est dit, je vais offrir mieux que le système financier. On l'a garantie presque certaine d'avoir ces rendements et je vais les inventer. Mais je reviens sur donc vos prémices, parce que vous dites, il y a égalité de revenus. Ça crée un besoin de maintien du niveau de vie chez les salariés alors que leur revenu de salaire n'augmente pas, donc ils font quand même le choix psychologique de s'endetter. Ils pourraient faire le choix de ne pas s'endetter en sachant notre niveau de vie décline un petit peu, on va faire avec. Et de la même façon, chez les hyper riches qui, au lieu d'avoir 2 millions par année, ont 20 millions par année, qui le placent, ils pourraient dire, avant, je plaçais 2 millions par année à 3% de rendement. Maintenant, j'ai 20 millions par année à 3% de rendement, ça me suffit. Pourquoi tout à coup, il faut que le rendement augmente de façon importante? Alors, dans le cas des plus modestes, ce n'est pas un petit déclin de leur niveau de vie qu'ils auraient eu à supporter s'ils n'avaient pas eu recours à l'endettement. Ça aurait été un déclin important de leur niveau de vie parce qu'une stagnation des salaires réels sur une période comme 20 à 25 ans, ça veut dire qu'ils changent de catégorie sociale et même qu'ils descendent de 2 ou 3 catégories sociales. Donc, ça aurait voulu dire vraiment changer de vie. Donc, on peut comprendre pourquoi ils ont voulu maintenir leur niveau de consommation par l'endettement. Pour ce qui est des super riches, là on a des phénomènes d'imitation, de grégarisme, où on a cette espèce de concours de beauté ou d'économie casino dont parlait Keynes, où effectivement il y a cette espèce d'idée que puisque le voisin a des taux de rentabilité du capital très importants, pourquoi moi est-ce que je ne peux pas l'avoir? On a le sentiment d'une opportunité perdue. Puisque finalement on arrive à un point où tout le monde arrive à avoir 7, 8, 9, pourquoi pas aller au-delà et pourquoi pas embaucher des gens? Et surtout évidemment, ça génère des appétits
où on invente des produits financiers, des martingales, et une fois de plus, la solution extrême de ça, c'est Madoff qui carrément invente un monde imaginaire, mais parce qu'il est payé grassement, parce que évidemment, c'est une incitation pour demander des salaires absolument colossaux quand on est une institution financière à ses clients, et de proposer des rentabilités telles. Donc il y a un vrai problème du côté de l'innovation financière. C'est en fait que l'innovation financière n'a pas du tout servi, comme on le raconte dans la théorie financière, à faire progresser le financement de long terme de l'économie. L'innovation financière a servi essentiellement à inventer des rendements totalement chimériques. Mais dans votre perspective, en fait, l'intervention financière, les banques d'investissement, ces mathématiciens qui sont employés à trouver des failles dans le système, répondent à un double besoin, répondent aux besoins des super riches qui ont décidé qu'ils voulaient avoir des rendements importants. Donc, on leur crée des instruments qui vont leur donner cette illusion-là et répond aux besoins d'endettement des salariés dont le revenu stagne en disant, bon, on va inventer pour vous les subprimes, c'est-à-dire une acquisition à la propriété qui ne coûte presque rien, ce qui est aussi chimérique. Alors, si on vous suit, on dit donc les inégalités ont généré les produits toxiques qui ont fait un trou dans le tissu de l'univers économique, est-ce que vous dites que le remède passe aussi par le remède aux inégalités elles-mêmes? Est-ce qu'il faut travailler sur le niveau d'inégalité? Je le crois tout à fait, et je crois même qu'on a une expérience historique dans ce sens-là, qui est la sortie de la Grande Dépression. La sortie de la Grande Dépression a été faite par le président Roosevelt en augmentant massivement l'imposition sur les très hauts revenus. On avait des taux d'imposition de 80%. Or là, on est dans un système où, en quelque sorte, on a désarmé de ce point de vue-là. On a désarmé au milieu des années 80 en abaissant massivement l'imposition sur le capital et sur les hauts revenus à partir de l'expérience Reagan-Thatcher qui s'est répandue partout en Europe continentale. L'Union européenne est devenue le centre de la concurrence fiscale dans le monde. Nulle part ailleurs au monde, les taux d'imposition sur les sociétés n'ont plus baissé que dans le marché unique, parce qu'on a une très forte vitesse de circulation du capital avec une fragmentation des politiques fiscales. Donc on voit bien qu'on a complètement été dans le sens inverse de celui qui aurait dû être celui d'une plus juste redistribution. Et donc la crise pose très clairement la question de régler ces inégalités. Pourquoi? Parce que non seulement elles sont injustes, mais en plus elles sont inefficaces, ces inégalités. On se rend compte que ces inégalités sont un problème pour la stabilité du système financier et du système économique, en plus d'être un problème pour la démocratie et la justice sociale, ce qu'elles sont évidemment aussi. Bon. Donc il faut en effet tenter de remettre sur ses pieds la société salariale, de restabiliser une société salariale qui a été déstabilisée. Si on entend par société salariale une société dans laquelle on peut vivre décemment de son travail en obtenant un salaire qui soit à peu près au niveau de sa productivité et qui permette un progrès social pour soi et ses enfants. Sans avoir recours à l'endettement. Sans avoir recours à l'endettement et à cette espèce ou au crédit ou à la consommation et à cette espèce de fuite en avant dans l'endettement. Donc ça, il faut quand même trouver un moyen de retrouver ça. Donc ça veut dire restaurer la productivité, ça veut dire aussi restaurer des moyens pour c'est-à-dire requalifier la main-d'œuvre, donc en effet investir massivement dans la recherche et développement, la croissance verte, l'éducation supérieure, pour requalifier cette main-d'œuvre et restaurer une partie de la productivité, parce qu'il y a aussi une partie de la productivité qui n'est plus là par rapport à l'époque industrielle. Il faut inventer la productivité dans la société post-industrielle, mais il faut aussi restaurer l'égalité par le système fiscal. Ouais. Mais là, on ne le voit poindre nulle part dans le portrait politique américain. Donc, Obama s'est engagé à ne pas reconduire les pires des baisses d'impôts pour les plus riches l'an prochain, mais c'est presque rien par rapport à l'ensemble de l'édifice de retrait fiscal qui a été construit depuis Reagan. Et on ne voit pas aux États-Unis de majorité nulle part pour dire, bon, il faut revenir à des niveaux d'imposition, même de l'ère de Nixon, où c'était 75%. On traiterait de bolchevique aujourd'hui s'il proposait ça. Ça, c'est le grand paradoxe. Le grand paradoxe de la réponse à cette crise, c'est que, semble-t-il, on a tiré la leçon de la Grande Dépression en termes de politique macroéconomique, mais on n'a pas du tout tiré de leçon en termes de politique fiscale. En termes de politique macroéconomique, ce qui s'est passé au moment de la Grande Dépression, c'est qu'on a décidé de resserrer les boulons en termes de politique monétaire et de faire de la restriction budgétaire et de laisser les banques faire faillite. Ça a été une catastrophe, 25% de chômage, 10 ans pour sortir de la crise, et une crise qui a été finalement exportée au monde entier, avec les conséquences dramatiques que l'on sait en Europe. On a tiré
très fortement les leçons de cette crise-là, puisqu'on a eu une réaction macroéconomique quasiment sans précédent dans l'histoire. En termes de relance économique. De relance économique, d'abaissement des taux d'intérêt absolument, abaissement massif jusqu'à 0%, avec une politique de relance budgétaire aux États-Unis en tout cas, mais y compris un peu en Allemagne et en France, qui a été relativement importante. Bon. Donc, on a tiré les leçons sur le plan de la gestion macroéconomique. Sur le plan de la politique fiscale, pas du tout. Non. On est en train de faire, grosso modo, l'inverse, ou en tout cas, personne ne parle sérieusement de faire les ajustements qui s'imposent. Et je crois que c'est aujourd'hui vraiment l'heure de penser à cette deuxième étape. Cette étape de vraiment s'attaquer aux racines de la crise et de comprendre qu'on a les moyens, tout à fait, de les traiter, qu'il faut restabiliser cette société salariale, réinventer cette société salariale, et puis tout simplement redistribuer l'argent, non pas des pauvres vers les riches, comme on l'a fait depuis 25 ans, mais dans l'autre sens. C'est a priori plus conforme au modèle de justice sociale. Et Laurent, vous dites une autre chose sur cette lancée des inégalités comme cause de la crise. Vous dites que les inégalités induisent également les crises écologiques. Et plutôt que de parler de catastrophes écologiques, vous parlez de catastrophes socio-écologiques. Pourquoi? Parce que je pense en effet que cette montée généralisée des inégalités dans les sociétés développées, mais aussi entre sociétés développées et sociétés en développement, et dans certaines sociétés en développement, ont des conséquences mauvaises pour à peu près tout ce qui est bon. Pour la stabilité du système financier, c'est acquis. Pour la stabilité démocratique, c'est également acquis. Mais aussi pour la santé mentale, tous les indicateurs sociaux et sociétaux, et aussi pour les questions environnementales. Je pense que le fait que les riches soient de plus en plus riches induit une plus grande facilité de leur part à transposer les coûts de leurs actions vers les plus pauvres en matière environnementale. Je pense aussi que le fait que les gens soient pauvres induit de plus fortes dégradations environnementales. Si on prend la question de la gestion des écosystèmes ou de la déforestation dans les pays en développement, il y a un rapport entre le fait d'être pauvre et de devoir consommer le capital naturel qu'on a à portée de main, qui est le seul capital dont on dispose, et qui va en fait appauvrir encore plus sûrement les pauvres que le fait de ne pas le consommer ou de ne pas le surexploiter. Donc je pense qu'il y a tout à fait un rapport entre les crises environnementales et cette crise des inégalités. Et c'est, à mon avis, une manière intéressante aussi de regarder, alors là, sur un degré encore plus profond même que celui des inégalités. Alors, vous donnez l'exemple aussi du tremblement de terre de même amplitude selon qu'il frappe à San Francisco ou à Haïti. Oui, là, on voit bien que ce n'est pas une affaire géographique. Quand on parle des catastrophes naturelles et qu'on dit que les crises environnementales sont des phénomènes naturels, ne sont pas des phénomènes naturels, puisque la barrière entre les crises environnementales et les individus, c'est précisément les systèmes sociaux. Et on voit très bien que quand vous avez un tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter à Tokyo ou de 7 sur l'échelle de Richter dans la province du Sichuan, dans un cas vous avez 3 blessés, dans l'autre vous avez 10 000 morts. Parce que dans un cas vous avez des bâtiments qui sont parfaitement aux normes sismiques et on a une société riche qui a investi là-dedans depuis des décennies, et dans l'autre vous avez des promoteurs véreux qui ont fait un travail absolument qui ne tient pas, lamentable, et qui se sont effondrés sur des enfants, et y compris ensuite dont les parents n'ont pas le droit de se plaindre auprès du gouvernement parce qu'il y a une répression politique. Donc il y a en quelque sorte une double peine qui est que le fait d'être dans la pauvreté fait qu'on doit construire des écoles n'importe comment, et ensuite le fait d'être dans un régime où il y a une répression politique fait qu'on ne peut même pas demander justice. Donc on voit très bien que plus les catastrophes vont arriver, plus les catastrophes liées au changement climatique et autres vont se développer, plus on verra à quel point ce sont en fait des enjeux sociaux qui sont derrière, et à quel point des sociétés inégalitaires sont des sociétés très peu armées pour lutter contre ça. La vraie barrière contre ces catastrophes, c'est la démocratie. Ces catastrophes seront des épreuves de vérité pour nos démocraties. Et donc, je vous pose la même question, celui du remède. Est-ce que, dans ce qu'on a vu depuis la crise, avec la création du G20, qui est quand même un acquis historique, pour la première fois, 85% des représentants de 85% des nations sont à la table des décideurs, est-ce que on a pris des pas dans la bonne direction pour remédier à l'inégalité mondiale face à l'écologie? Très peu. Très peu. Moi, je suis vraiment déçu de ces grands sommets internationaux. Il y a eu un momentum, entre l'automne 2008 et le printemps 2009, entre le G20 de New York et celui de Londres. On a cru qu'on allait faire des choses sur les paradis fiscaux, sur pourquoi pas la coopération fiscale à plus grande échelle, au-delà même des paradis fiscaux, sur la question de la taxation des banques, etc. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a absolument pas avancé. Il n'y a pas un dossier qui ait avancé sérieusement en matière de G20. Et quant aux questions écologiques, on n'y est même pas. C'est même pas sur la table. C'est
même pas sur la table. C'est sur la table des négociations climatiques internationales qui sont pour l'instant bloquées parce qu'il y a une confrontation entre la Chine et les États-Unis et que la Chine considère que les États-Unis ne font pas assez, ce en quoi je pense que la Chine a parfaitement raison. Et voilà, mais ces questions-là ne sont pas sérieusement abordées. On n'a même pas abordé la question de la régulation financière. Donc après la régulation financière, il faudrait aborder la question des inégalités, et après les inégalités, il faudrait aborder la question des crises écologiques. On n'est même pas arrivé à boucler le premier volet. Donc on en est très loin. Comment restez-vous optimiste? Je reste optimiste parce que malheureusement, alors ce n'est pas un optimisme des catastrophes, mais je pense que ces enjeux-là vont devenir de plus en plus réels et tangibles. Et je crois fondamentalement à la mobilisation des citoyens. Je pense fondamentalement qu'on a une grande chance qui est que même si nos démocraties sont dégradées par l'inégalité, elles restent des démocraties dans lesquelles il y a la liberté de penser, la liberté de faire de la recherche, la liberté de se mobiliser et de s'organiser, et que ces crises montant en puissance, il est impossible qu'il n'y ait pas un mouvement citoyen pour prendre en charge vraiment cet enjeu des inégalités, parce que Katrina, c'est ce qui attend toutes les sociétés développées si on laisse l'inégalité vraiment au cœur, s'inscrire au cœur de nos démocraties. C'est Katrina, ce sera le modèle Katrina, ce sera le modèle dans lequel une catastrophe environnementale devient une catastrophe sociale parce qu'on choisit entre les citoyens qu'on veut aider et ceux qu'on ne veut pas aider. Et donc, je pense que les gens constateront qu'il y a une inégalité fondamentale par rapport aux catastrophes environnementales, que les riches peuvent s'en sortir, pas les plus modestes, pas les plus pauvres, et c'est ça qui déclenchera cette conscience. Il faut sans doute attendre un peu, mais je pense que c'est en marche. Éloi Laurent, vous avez réfléchi à une plage musicale pour illustrer notre propos. Laquelle et pourquoi? Justement, j'ai choisi Patti Smith, People Have the Power, parce que d'abord, c'est une chanson que j'aime bien et c'est une chanson dont le message démocratique est à la fois beau, naïf et simple, mais en fait extrêmement puissant. Et j'aime bien cette simplicité démocratique parce que ça a la simplicité de l'évidence. People have the power. Éloi Laurent, je rappelle que vous êtes économiste senior à Sciences Po Paris, chercheur invité à Harvard, et votre récent ouvrage avec Jean-Paul Fitoussi s'intitule « La nouvelle écologie politique ». Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et on écoute grâce à vous Patti Smith, People Have the Power. De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium, ici Jean-François Lisée. Nous allons parler maintenant d'une région qui ne cesse jamais de faire la controverse et d'un livre qui tente de nous éclairer sur les sources du conflit et les attitudes des uns et des autres. Et pour en discuter, j'ai avec moi mon collègue Karim Benyekleff. Bonjour Karim. Bonjour Jean-François. Alors Karim, vous êtes directeur scientifique du Cérium, entre autres choses, et vous avez lu pour nous Régis Debray a un ami israélien. Alors, ce livre, parmi toutes vos lectures sur la question israélo-palestinienne, vous a semblé particulièrement digne d'intérêt. Pourquoi? Absolument. Régis Debray, dans ce livre, commence par un titre qui en dit long, justement, « Courage, parlons-en ». Parce qu'évidemment, on remarque qu'il y a des sujets qui sont toujours très délicats à aborder, et aussi certains thèmes dans ce conflit israélo-palestinien. Il a écrit ce livre comme une lettre à Elie Barnavi, un historien israélien très connu et également ancien ambassadeur d'Israël à Paris. Et reconnu comme un modéré parmi les Israéliens. Absolument. D'ailleurs, Barnavi répond dans ce livre à Régis Debray, il lui répond qu'à quelques nuances près, j'aurais pu signer cette lettre. Donc nous sommes ici entre gens de bonne volonté, si l'on peut dire. Par ailleurs, il faut bien préciser que Régis Debray est un ami d'Israël. Il se présente d'ailleurs lui-même comme un sioniste pro-palestinien. Oui, et là, au sens premier de sioniste, c'est-à-dire favorable à l'existence d'un État palestinien, d'un État, pardon, israélien, et donc favorable à deux États. Donc en fait, on pourrait dire, au sens strict, que tous ceux qui sont favorables aux deux États sont des sionistes pro-palestiniens. Peut-être, sans doute. Ça serait bien que cette étiquette devienne plus généralisée. D'ailleurs, Elie Barnavi croyait même qu'il l'avait lui-même inventé. Et, bon, il y a droit d'auteur ici à trouver. Mais donc, il se demande justement si, Régis Debray, si on peut parler d'Israël en employant des termes qui fâchent. Et puis il dit aussi, on peut se demander pourquoi cette
médiatisation de la question israélo-palestinienne, si elle n'est pas un peu suspecte. Il dit après tout 8900 victimes en 2 décennies, quelques hectares en dispute. Cette minuscule guerre de 100 ans, et je le cite, est presque dérisoire au regard des hécatombes en cours ailleurs. On peut penser au Rwanda, au Congo, dans la région des Grands Lacs, enfin dans d'autres régions. Mais il décide quand même de s'y coltiner et il estime que s'il est si important d'en parler, c'est que ce conflit engage aujourd'hui les valeurs d'une civilisation. Et il pose beaucoup de questions, et une des questions qu'il se pose, c'est aussi cette utilisation de la novlangue, comme pour employer les termes de George Orwell. George Orwell. Donc des mots inventés pour cacher le réel. Pour cacher le réel. Alors il dit il moque cette novlangue qui fait, je le cite, qu'on ne boucle plus une population, mais qu'on évacue un territoire, qu'on l'écrase pas sous un déluge de feu, mais qu'on conduit une guerre asymétrique. Il n'y a pas de peine de mort, il y a des exécutions extrajudiciaires. Il n'y a pas de mur, mais une clôture de sécurité. On réclame des frontières sûres et reconnues, sans préciser lesquelles. Alors, évidemment, il trouve qu'à un moment donné, il y a là une sorte d'hypocrisie au niveau des mots, de l'utilisation des mots. Il se demande également, est-ce qu'on peut parler de crimes de guerre sur toutes les latitudes? Vous savez que là aussi, c'est un sujet qui fâche, comme on dit, y compris en Israël. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un État colonial même, dit-il? Sur les crimes de guerre, c'est la question de savoir si, entre autres, dans la dernière intervention à Gaza, les soldats israéliens ont commis ou non des crimes de guerre. Le gouvernement israélien a refusé de considérer la question, même si le rapport Goldstone, un rapport international de l'ONU l'a indiqué. Oui, de Richard Goldstone, un magistrat sud-africain très respecté. Alors, tout est si bien qu'il se demande, faut-il, et là je le cite, superposer le rescapé de 1985 au Robocop de 2010 et ainsi faire admettre le camp de réfugiés d'aujourd'hui au nom du camp de concentration d'hier? Alors, évidemment, faire admettre le camp de réfugiés palestinien au nom du camp de... Voilà. Alors, évidemment, ce sont des termes très, très durs, mais tout ça est un peu lié aussi, peut-être, dit-il, au retour du religieux en Israël. Il ne faut pas oublier que l'aventure sioniste était une aventure laïque, si je puis dire, dès le début, et que pour Ben Gurion, par exemple, les fumées religieuses, et je le cite encore, étaient vouées à disparaître. Et que les concessions qui avaient été faites à l'époque aux rabbins, au début de l'aventure israélienne, n'étaient en fait que des compromis tactiques, un mal nécessaire, selon Ben Gurion. Or, aujourd'hui, on remarque que le discours religieux a imprégné le politique, tant et si bien que le récit est aujourd'hui dominé par des revendications territoriales, notamment en Israël, qui sont fondées sur une lecture biblique qui est historiquement, évidemment, discutable. Il dit que finalement, les religieux ont petit à petit emporter le combat idéologique, le combat de signification d'Israël sur les laïcs, dont Ben Gurion et Herzl, qui au départ avaient envisagé un État laïque. Absolument, qui est aujourd'hui justement ce discours. Alors, que ce discours est devenu dominant, tant et si bien qu'évidemment toutes ces revendications historiques liées à la lecture de la Bible, sur les territoires, sur le grand Israël, etc., ont obscurci les esprits et font en sorte qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui, puisque les positions sont devenues, comme vous savez, quand c'est positions religieuses, ça devient des positions extrêmement, comment dirais-je, dogmatiques. Il devient de plus en plus difficile de parvenir à un accord. Alors très souvent également, et là il y a des mots aussi un peu délicats, sur la Shoah notamment, il cite cet extrait, je cite cet extrait, « La rue arabe est aveugle à la Shoah, tandis que la rue juive et celle de l'Occident est aveuglée par la Shoah. Alors il explique bien qu'effectivement l'Occident a une part de responsabilité, puisque finalement, cruelle ironie de l'histoire, les Européens principaux responsables de la Shoah se la réapproprient aujourd'hui, parce qu'elle leur permet, dit-il, de sceller la conscience pan-européenne post-nationale. Et donc sont aveugles à ce moment-là aux souffrances du peuple palestinien. Tant et si bien, parlant des Européens, Régis Debray dit que les Européens se contentent de signer les chèques, puisqu'on sait très bien que l'Europe est une très grande... fournit beaucoup d'aide financière à Israël, aux Palestiniens, pardon. Ça m'a effectivement beaucoup frappé, cette politisation de la mémoire de la Shoah par le politique, et comment Debray explique, et il met vraiment le doigt là-dessus. Oui. Moi, maintenant, la dénonciation rituelle et constante et légitime de la Shoah en Europe pose comme un principe général que si on est des démocrates modernes,
un des critères, un des repères que nous avons, c'est cette dénonciation de la Shoah. Très bien. Mais puisqu'on en fait un rituel constant, évidemment, ça donne un poids aux arguments israéliens, à l'existence israélienne qui est telle que ça obscurcit les revendications arabes palestiniennes. Et comme vous l'avez dit, les Arabes, les Palestiniens, eux, la Shoah, c'est pas dans leur expérience historique et ils n'en voient pas l'importance non plus. Donc, il y a un genre de déséquilibre qui se fait et où maintenant, même les Israéliens accusent les Arabes, par cette négation de la Shoah, d'être insensibles à leur réalité historique. Je ne dirais pas négation de la Shoah. Chez les extrémistes, évidemment, il y a une négation de la Shoah. Je dirais peut-être une relativisation dans leur cas. Cela dit, le drame de la Shoah est un drame universel et doit être pris en compte aussi. Mais le problème, c'est ce déséquilibre. Alors Debré va jusqu'à affirmer, je le cite encore une fois, qu'à l'extinction de l'aventure nationale en Occident succède une union sacrée occidentale dont l'épicentre symbolique n'est plus la dalle du soldat inconnu, mais le mémorial du martyr juif inconnu. Une sorte de réappropriation très ironique et très délicate qui, évidemment, se fait au détriment des revendications palestiniennes. Alors, Israël, dans tout ça, nous dit-il, Israël... Je vais juste ajouter un truc intéressant, Karim, parce qu'il dit, évidemment, chaque dignitaire étranger qui vient à Tel Aviv et à Jérusalem passe d'abord par cet extraordinaire mémorial à la Shoah avant d'aller faire ces discussions politiques. Alors évidemment, ça le met dans une condition qui est très, évidemment, une volonté réparatrice, même 50 ans après, qui est une écomonde de faire ce pèlerinage avant ensuite d'aller discuter avec les chefs politiques. Tout à fait. Il parle même, dans des termes assez durs, d'un prurite pénitentiel des Occidentaux. Alors Israël, dans tout ça, cette attitude de l'Occident, des Européens, mais des Nord-Américains, Debré nous dit qu'Israël n'a pas besoin de ses faux amis, de ses alliés qui finalement ne l'aideront pas à surmonter ses propres peurs et les défis que pose sa géographie, puisque Israël est quand même entouré non pas d'États occidentaux, mais d'États arabes avec lesquels il faudra bien faire la paix. Et il dénonce à ce moment-là, il regrette l'autisme qui guette éventuellement Israël. Alors il en appelle finalement à une lecture humaniste des sources du judaïsme, comme le fait Barnavi, à un retour à la légalité internationale, puisque au plan du droit international, les choses sont très balisées, sont très claires. Mais évidemment, si on ne reconnaît pas le droit international, les difficultés... Mais il reproche à Israël de choisir, comme dans une cafétéria, le buffet, les règles qui lui vont et celles qui ne lui vont pas. Alors que pourtant Israël est né de la légalité internationale, vous vous rappellerez, par les Nations Unies en 1948. Alors, il dit aussi que, et Debré, ça c'est sa thèse, que le salut ne viendra pas des États-Unis, et surtout pas des Européens, parce qu'on dit très souvent c'est aux Américains d'imposer la paix dans cette région du monde, etc. Il dit, ben non, le salut ne viendra pas des États-Unis, il doit venir des Israéliens eux-mêmes, évidemment aussi des Palestiniens et des parties prenantes au conflit. Et notamment pour les Israéliens, il dit qu'ils doivent peut-être rejeter ce discours un peu macho, qu'on a très souvent, qui caractérise leur politique, revenir, dit-il, au fondement du sionisme, qu'on a évoqué très rapidement au début de cette recension, et réfléchir d'abord par le biais de leur géographie. Donc un retour à la géopolitique, admettre l'autre, le regarder, dit-il, rompre pour un temps au moins avec son moi social. C'est-à-dire revenir à la considération, la prise en compte de l'autre, qui est un peu occultée, dit-il, en Israël, et Barnavi le reconnaît. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé fascinante dans cette lecture. Évidemment, Régis Debré a écrit dans la foulée de Gaza, et donc, on sent la colère de celui qui est déçu par son ami. Toutes les questions qu'il pose sont excellentes, à mon avis. La réponse que Barnavi lui apporte est aussi très éclairante, avec un angle différent. Ce que j'ai trouvé qui a manqué dans le récit et la tonalité de Debré, c'est l'empathie pour les Israéliens. Je veux dire, il nous dresse le portrait, le procès le plus lucide possible des insuffisances et des tropismes et des biais israéliens. Mais on voit qu'il est dans une période où il n'a pas d'empathie pour ce peuple qui vient d'être victime de 1000 attentats terroristes à Jérusalem dans la période qui précède le mur, etc. Et donc, Barnavi vient un peu équilibrer ça. Mais c'est une lecture que je ne suis pas d'accord avec vous tout à fait, Jean-François, parce que, premièrement, Régis Debré est un ami d'Israël. Et ce n'est vraiment pas du Israël bashing, pour employer un terme à la mode en ce moment chez nous au Québec. Dès les débuts, il
signale vraiment son empathie pour l'État israélien, son admiration pour l'aventure israélienne, qui est une aventure exceptionnelle à son sens. Ouais. Il en a raison. Ouais. Et d'ailleurs, Alain Grèche, dans le Monde diplomatique, qui faisait une critique de l'ouvrage, notait qu'au contraire de ce que vous dites, que Debré aurait pu aller plus loin à un moment donné. Ah, on peut toujours aller plus loin. Non, mais qu'aller plus loin dans le discours que l'on peut tenir à un ami. Vous savez, c'est ces amis qui sont peut-être les meilleures critiques qu'on peut avoir. Bien sûr. Alors donc, vous voyez, raison de plus de le lire. Est-ce que votre vision ou la mienne est la plus proche de la sensibilité du lecteur à venir? Moi, je signale aussi que je l'ai lu après avoir lu Jacques Attali, son ouvrage « Les Juifs, le monde et l'argent », qui est vraiment une histoire du peuple juif du tout début jusqu'à Gaza, essentiellement un peu avant, à travers leur dissémination et que leur rapport à l'argent, finalement, qui est assez audacieux à mettre comme titre, mais on voit que c'est central et c'est aussi central dans ce qui a fait leur exclusion du monde occidental, puisque c'était les seuls qui, religieusement, avaient le droit de prêter avec intérêt aux non-juifs, et que donc les chrétiens qui se refusaient ce droit ont embrigadé les Juifs dans ce stéréotype et dans cette réalité, et parce qu'ils les obligeaient à certains cas à le faire, parce que c'est les seuls qui avaient le droit de le faire, les stigmatisaient ensuite pour être trop attachés à l'argent. Alors c'est une dynamique que j'ai trouvée très, très intéressante et qui prépare à une meilleure compréhension des choses. Alors voilà, c'était notre recension des questions juives pour cette semaine. Karim, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez pensé à nous suggérer comme plage musicale? Alors écoutez, moi ce livre, je l'ai lu avec grand intérêt. Debré a une plume absolument magnifique et érudite. Barnavi aussi nous a vraiment, complète un peu l'ouvrage de Debré. Et je termine sur cet ouvrage avec de l'optimisme, parce que je crois que cette région du monde a besoin d'optimisme. Et j'ose croire que l'hymne à la joie de Beethoven pourra apporter un peu de baume au cœur des parties prenantes de ce conflit. Eh bien, je me joins à cette suggestion. Et Karim, on écoute grâce à vous Beethoven, l'hymne à la joie. Voilà, c'était Planète Terre pour cette semaine. Merci de l'avoir écouté. Si vous souhaitez la revoir ou revoir d'autres émissions de la série, venez simplement sur le site serium.ca. Vous y trouverez aussi l'annonce de nos événements qui viennent. Elles sont ouvertes au public, vous y êtes conviés. Je signale en particulier un colloque sur les gouvernements minoritaires, au Canada bien sûr, mais aussi en Angleterre. Finalement, je veux remercier l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme et Ognian Guerguiev, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.